procès des marchands de canons et de matériel de guerre n'est plus à faire. Depuis que le destin de ma vie politique me conduisit au Creusot, j'ai eu l'occasion, dans des centaines de réunions publiques, dans d'innombrables articles de presse et à la tribune de la Chambre, de démontrer le péril que comporte l'existence d'hommes et de sociétés qui ont intérêt à la guerre, qui vivent de sa préparation et de sa durée. Nous aurons tellement dénoncé ces choses que l'on n'arrêtera plus désormais la révolte de l'opinion. Dans le monde entier, le procès est ouvert des hommes qui ont intérêt à préparer les guerres, à les faire naître, à les faire durer. Ils ne trouvent déjà plus de défenseurs. Mais ce n'est pas assez. Il faut les mettre hors d'état de poursuivre leurs abominables entreprises, comme nous l'avons essayé et, dans une certaine mesure, réussi en France. On aura la paix seulement par le désarmement universel et contrôlé et par la victoire du socialisme. Nous en sommes plus convaincus que jamais. Mais ce qui est non moins sûr, c'est qu'on aura le désarmement après avoir tout d'abord brisé le premier et principal obstacle, la fabrication et le commerce privé des armes et du matériel de guerre dans tous les pays. Notre fierté à nous sera, ayant crié si fort et si longtemps ces vérités, de figurer parmi ceux qui auront réussi à les faire entendre et à les faire admettre des peuples et de leurs gouvernements. Un jour, le Creusot et tous les Creusots du monde fabriqueront des charrues et des machines pour augmenter le bien-être et diminuer le labeur et la peine des hommes. Et la fumée des hautes cheminées montera joyeuse dans un ciel apaisé. Ce jour-là, les socialistes, évoquant toute leur lutte et tous leurs sacrifices, pourront réclamer le titre glorieux de bons artisans de la paix. Que d'autres nous aident, tant mieux. Je suis heureux que la grande voix du président Roosevelt vienne se joindre à la nôtre. Après 4 ans de guerre, appauvri, chancelant sous une dette colossale, épuisé, toute ruisselante de sang,
l'Europe était prête en 1918 à recevoir n'importe quelle forme capable de lui assurer une paix durable. Des innocents pouvaient croire qu'à Versailles en 1919, c'était la paix qu'on reconstruisait. Mais les nouvelles frontières portaient les germes de nouvelles haines. À un petit groupe d'individus marchands de canons, ces haines ont rapporté une moisson d'or. L'Europe d'aujourd'hui bouillonne tout entière de discorde sans solution et de mécontentements dangereux. La frontière franco-allemande, l'austro-allemande, la yougoslave, le couloir polonais sont chargés d'explosifs. L'Allemagne est entourée d'un cercle de fer de nations en armes, effrayées et toutes prêtes. Une nouvelle génération d'hommes marche à travers le monde, baïonnette au canon. La France a 7 millions d'hommes, réserve comprise. La Grande-Bretagne, plus d'1 million. La Russie assemble plus de 16 millions d'hommes sur son vaste territoire derrière Staline. L'Italie a 5 millions de soldats derrière Mussolini. L'Allemagne n'a droit en principe qu'à une armée permanente de 100 000 hommes, mais il y a 5 millions en réserve sous les ordres du Führer. Le Japon, plus de 2 millions. La Chine, 2 millions et une réserve innombrable. L'Autriche, 30 000 et davantage, sous le commandement du prince Starhemberg. En Turquie, 700 000, Mustafa Kemal Pacha en tête. La Tchécoslovaquie a une armée d'1 700 000 hommes. Sur mer, la course aux armements atteint son paroxysme. La Grande-Bretagne augmente sa puissante flotte. Les chantiers bourdonnent d'activité. Les États-Unis ne veulent pas se laisser distancer. Un projet de loi clame plus de 100 nouveaux navires de guerre. Les constructeurs de navires sont très satisfaits. Le Japon veut la parité navale et il s'y emploie activement. Il aimerait mieux effacer le traité de Washington qu'effacer un seul bateau de la liste de sa flotte. N'ayant pas le droit de lancer de grosses unités, l'Allemagne a construit des cuirassés de poche de 10 000 tonnes. Ils sont plus rapides, plus modernes, plus meurtriers qu'aucun de ceux qui aient jamais conçu les grandes puissances. La course folle est déclenchée. Voici un continent couvert d'immenses usines de guerre. C'est l'industrie la plus importante et la plus puissante du monde. En Angleterre, Vickers-Armstrong, capitale 20 milliards de francs. Schneider au Creusot, véritable géant du monde de l'armement. En Allemagne, Krupp, dont le nom est presque synonyme de munitions. Dans chaque État du continent, des douzaines de fabriques travaillent à plein. C'est la plus grosse affaire de l'Europe. Elle a pour marché la guerre et la préparation à la guerre. Ses clients sont les gouvernements. En fin de compte, les consommateurs sont les peuples. Les marchands de canons, rarement photographiés par les opérateurs de cinéma. Nous trouvons d'abord les frères de Wendel, les vrais seigneurs de la Fraternité internationale des armes, les dictateurs du comité des forges, du Trust français de l'acier. Guy de Wendel est sénateur. François de Wendel est le président du Trust de l'acier. Il contrôle des banques puissantes et possède de nombreux journaux. Humbert était auparavant membre du Reichstag. À eux trois, ils possèdent la plupart des mines de Lorraine et de la Sarre. Au moment des rectifications de frontières, ils ont modifié leur nom qui est devenu von Wendel au lieu de Wendel. Fritz Thyssen, le principal magnat de l'acier de la Ruhr et le suprême mandarin des munitions de l'Allemagne actuelle. Relativement nouveau venu, il a des liens étroits avec la colossale firme Krupp. Et voici les Krupp, Bertha et son mari, Gustav von Bohlen. C'est le Kaiser qui a fait le mariage et a changé son nom en celui de Krupp. Charles Prosper Eugène Schneider, président du Creusot et grand patron d'une société mère qui contrôle 200 firmes françaises. Il peut vendre n'importe quoi, depuis un pistolet jusqu'à un cuirassé, à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Une poignée d'hommes qui trafiquent du fer et du sang et ramassent des bénéfices. Le commerce des armes n'est pas un nouveau métier. Autrefois, c'était une question de travail individuel.
Voici un ancien ordre du roi Philippe à son armurier. L'armurier du Moyen-Âge façonnait des casques, des cottes de mailles et martelait de grosses jointures de cuivre. C'était un travail d'artiste que de faire un costume de guerre. Le prix en était élevé et le poids de même. L'équipement des valeureux chevaliers les faisait ressembler à des tanks. Pour le combat à distance, ils avaient l'arbalète, première arme portative à longue portée. Ils lançaient de grosses pierres avec la catapulte, aïeul de l'artillerie lourde. On se servait aussi d'huile bouillante pour échauder l'ennemi. Les galères n'avaient guère l'aspect des monstres d'aujourd'hui, mais quand elles s'abordaient des flèches à bout d'acier et des torches enflammées, volaient à travers les ponts, semant l'incendie et la mort. Quand on introduisit en Europe la poudre à canon, le commerce des armes connut une jeunesse nouvelle. Le premier canon de fusil n'était qu'un simple tube sur un bâton et on le bourrait de poudre. On y mettait le feu avec un gros silex. Le premier mousquet avait l'aspect terrible, mais c'était une arme peu pratique. Il fallait 13 opérations pour charger cet engin et le faire partir. Vinrent ensuite les pistolets aux riches gravures. Ils étaient souvent dangereux pour le tireur, mais leur aspect était magnifique. C'est là que se manifestait l'art personnel de l'armurier. Les guerres duraient 100 ans, rien d'étonnant. Un soldat mettait une demi-heure à charger une de ces vieilles armes à rouet. Pendant la guerre de l'indépendance américaine, on a commencé à utiliser de lourds mortiers. Les premières platines à rouet perfectionnées furent soumises à de sérieuses épreuves. La taille et la qualité des armes augmentaient. La civilisation progressait. Le massacre était une affaire qui prenait de l'extension. Les fusils à pierre firent leur apparition à la fin de la guerre de l'indépendance. Encore un pas en avant. Au cours des guerres de Napoléon, le fusil à pierre progressa rapidement. On créa aussi une artillerie plus lourde. Krupp en Allemagne et Dupont aux États-Unis commencèrent alors leur fructueuse carrière. Les premiers canons se chargeant par la culasse furent inaugurés juste avant la guerre de Crimée. La fameuse charge de la brigade légère fut faite au son des canons Schneider. Ce marchand remportant cette guerre son premier gros contrat d'armes. La guerre américaine de sécession utilisa principalement ses armes à culasse mobiles. La France et l'Espagne fournissaient les modèles et très souvent recevaient les ordres d'achat. Les premiers canons à culasse mobile des États-Unis furent fabriqués vers cette époque. La poudre employée dans ces canons était fournie par une jeune firme d'avenir qui s'appelait Dupont. Dupont présenta la poudre à canon sans fumée en 13 teintes délicates genre pastel à l'usage des artistes qui n'aimaient pas tuer avec de la poudre noire ordinaire. La guerre hispano-américaine fut la grosse affaire d'armes des États-Unis avant la Grande Guerre. Alfred Nobel, un Suédois, inventeur de la dynamite. Il eut le mérite ensuite de fonder le prix Nobel de la paix. Maxim est lui aussi un grand nom dans l'histoire des armements. C'est l'Américain Hiram qui a inventé la mitrailleuse dite Maxim. Hudson, son frère, inventa une poudre à canon sans fumée. Et un de ses fils, Percy, a collaboré au silencieux type Maxim. Hiram construisit un fusil tirant 700 coups à la minute. Puis vint la mitrailleuse Browning, arme à tir rapide, d'une supériorité incontestable. Mais cela ne suffisait pas encore dans cette féroce course aux armements. Ce fut ensuite la mitrailleuse Lewis, 1000 coups à la minute. La mitraillette Thompson, bien ramassée et rapide, suivie, et les progrès continuent sans cesse. Le tank, forteresse roulante, fait son apparition dans la Grande Guerre, multipliant l'œuvre de destruction. Le premier sous-marin était d'aspect bizarre, souvent dangereux pour ses occupants, autant que pour ceux qu'il guettait. Les marchands de canons adoptèrent l'avion. Il y a loin de ces anciens Nieuport, Farman et Caproni aux monstres de bombardement actuels. C'est avant 1900
que la fabrication des armes devint la plus grande industrie de la Terre. Mais c'est quelques années plus tard qu'elle devait atteindre un degré de prospérité inespéré des marchands de canons eux-mêmes. Et maintenant, voici le roi des munitions en personne, Sir Basil Zaharoff, le plus grand trafiquant de la mort qu'on ait jamais connu. On a dit de Zaharoff que son épitaphe serait faite des râles d'agonie des victimes de la guerre. On l'a cru né en Asie mineure de parents grecs, mais qui peut savoir sa véritable origine? D'après certains bruits, il serait né à Odessa. D'après d'autres, il aurait été changeur au bazar de Constantinople. Quelle que soit la vérité, c'est à Athènes que Zaharoff apparut pour la première fois quand il y revendiqua le droit de cité. Il est mort douillettement dans son lit, comblé d'ans et d'honneurs. C'est Athènes qui fut le théâtre du premier exploit de Zaharoff. Rappelons-le. Zaharoff donna patriotiquement à la Grèce un des premiers sous-marins qui ait été en service. L'amirauté grecque exultait et déjà formait des rêves de puissance dans la Méditerranée. Zaharoff traversa alors la mer Égée et se rendit en Turquie. Là, il effraya le sultan lui racontant que la Grèce avait un nouveau monstre sous-marin. Zaharoff comprenait la nature humaine. Il savait éveiller les craintes d'une nation. C'était un maître psychologue. Ayant à sa disposition des crédits illimités, il pouvait dîner avec des souverains, faire et défaire des rois. Le sultan se dit qu'il ferait bien de se maintenir au niveau des champions de la Méditerranée. Il acheta donc 2 sous-marins. À partir de ce moment, le travail de Zaharoff devint des plus faciles. Et c'est ainsi qu'il transféra d'Orient en Angleterre son génie tout spécial. Il avait acheté les droits de la mitrailleuse Maxim et s'était associé à la firme anglaise Nordenfelt. Son chiffre de vente devint si impressionnant que Vickers acheta bientôt Nordenfelt, la mitrailleuse Maxim et Basil le vendeur. Non seulement c'est Zaharoff qui vendait à l'univers les produits des usines Vickers, mais c'est lui aussi qui apportait à la firme des idées nouvelles. Avant son arrivée, Vickers avait suivi son petit bonhomme de chemin en vendant des canons au gouvernement britannique. Cela ne suffisait pas à Basil Zaharoff. C'est le monde entier qu'il voulait avoir pour client. Alors, il réussit à acheter des chantiers de construction navale, prit des usines et des sociétés d'électricité, de nouvelles fabriques d'armes. Il n'y eut plus d'engins de guerre que Vickers ne fabriqua et que Zaharoff ne colporta. Zaharoff répandit les produits Vickers sur toute la surface du globe. Il vendit des poignards aux Malais pour transpercer les hindous. Il vendit des fusils aux hindous pour descendre les Malais. Il vendit des canons aux Roumains pour faucher les Bulgares et des obus aux Bulgares pour faire sauter les Roumains. À ceux du Paraguay, il fournit du barbelé pour que les corps des Boliviens puissent s'y accrocher et y pourrir. Aux Boliviens, il offrit du gaz moutarde pour désagréger les poumons des gens du Paraguay. Quel type impartial que cet homme des ténèbres! Et quelle discrétion! Toujours sa main gauche ignorait ce que faisait sa main droite. Son plus beau coup a consisté à armer les Anglais pour la guerre mondiale. C'est là-dessus qu'on l'a fait chevalier. Et puis ses autres clients lui ont épinglé des médailles sur toute la poitrine. Il n'a pas complètement laissé de côté les États-Unis. À titre de commission, dans une affaire de sous-marin, il a touché plus de 15 millions. 85 ans, il est fragile, solitaire, et chauffe sa carcasse flétrie au soleil de la Riviera. Il ne trafique plus de la mort. Peut-être ne voulait-il même plus prendre un nouveau bail de vie, car la vie, il devait l'estimer bon marché, cet homme dont le trafic a rempli 2 millions de tombes. Le roman de sa vie est terminé. Le voilà seul, enfin, avec les souvenirs du pouvoir immense qu'il a exercé, du mal sans borne qu'il a fait. Ces marchands de canons sont des gens pleins d'impartialité. Schneider en est un merveilleux exemple. Ayant débuté en 1836, sa petite fabrique de canons fournit d'abord la monarchie, puis la République, et ensuite l'Empire de Napoléon. Peu importait à la firme la forme du gouvernement, les bénéfices avant tout. Les premiers moments de Schneider furent assez durs. Il commença par emprunter seulement 2,5 millions pour racheter la fonderie du groupe von Wendel, et puis il fallut attendre 20 ans les premiers bénéfices. La guerre de Crimée fut enfin la providence de la maison.
C'est là que Schneider fit son beurre en bon marchand de canons. Une guerre, même de 3e classe, peut créer une fortune de 1re classe. Une fois le départ pris, rien ne pouvait arrêter l'essor. Dès les premiers temps, la famille Schneider vit l'avantage qu'il y avait à jouer à la balle avec les gouvernements et même à prendre des fonctions publiques. Le premier, Eugène Schneider, devint membre de la Chambre des députés, puis ministre de l'Agriculture et président de la Chambre. Les fils ont suivi les traces de leur père. Cela faisait partie de leur affaire de vente de fer et d'acier. Avant la révolution de 1905, la Russie avait besoin de parfaire son armement. Tous les marchands de canons du monde, y compris Krupp, Schneider et Vickers, s'étaient mis sur les rangs pour cette commande gigantesque. Mais le tsar avait quelques scrupules à équiper les armées russes avec du matériel fait sur un sol étranger. Schneider tourna la difficulté, Krupp de même. Ils firent entrer leurs techniciens chez Poutilov à Saint-Pétersbourg et pendant de nombreuses années, ces deux ennemis héréditaires travaillèrent côte à côte, occupés à faire des canons pour la Russie. Aujourd'hui, Schneider contrôle 230 firmes d'armes en dehors de la France. La plus grande de toutes est Skoda. Afin d'éviter tout nationalisme étroit, le Conseil comprend von Duschnitz et von Artaber, les propres bailleurs de fonds d'Hitler. Les affaires sont-elles en baisse? Rien de plus facile. Ils ont de l'influence sur la presse et possèdent la plupart des grands journaux dits d'information. Ils ne font pas de publicité sur leurs produits de mort comme d'autres grandes affaires le font pour leurs marchandises. Pourquoi de la publicité? Ils sont forts. La presse défend le gros capital et la grosse industrie. Quel meilleur moyen d'activer les affaires que d'imprimer une propagande massive sur les armements formidables d'un pays voisin? Pour que la France augmente ses stocks d'armes, il suffit à la presse d'annoncer que l'Allemagne réarme et d'insister un peu. Les lecteurs frissonnent. Protestations, hurlements de la foule apeurée. Et quoi? Allons-nous à une nouvelle catastrophe? À la Chambre, les hommes d'État ajoutent quelques milliards et les marchands de canons emportent de nouvelles commandes. En bourse, les valeurs d'armes de guerre sont très sensibles aux nouvelles alarmantes. Et les spéculateurs savent qu'il y a presque autant d'argent à gagner avec la peur de la guerre qu'avec la guerre elle-même. Au-delà du Rhin, l'aspect n'est pas différent. C'est la même presse contrôlée, les mêmes épouvantails. Pour les Allemands, la supériorité des armements français est une espèce de croque-mitaine. Et Krupp exerce son génie à faire de plus gros canons, des tanks plus rapides ou un gaz plus mortel. De part et d'autre de la frontière, même boniment et même résultat. Les Krupp n'ont jamais eu l'esprit étroit. Ils ont perfectionné les blindages pour la marine et en ont vendu les brevets aux grandes nations du monde. Ici, à Essen, on construisait des bateaux pour les autres puissances. Bien des bateaux coulés par les sous-marins allemands pendant la guerre furent construits dans ces chantiers-ci. Les navires de guerre anglais, français et allemands étaient des cibles coriaces à cause de leur acier Krupp qui leur permettait parfois de résister aux canons Krupp. En 1903, le Kaiser devint un des plus gros actionnaires de Krupp. Et puis, par un curieux hasard, il devint un des meilleurs clients de la maison. Pour les marchands d'armes, les ordres de mobilisation n'avaient qu'un seul sens, celui de commande de munitions. L'artillerie tonnait, le commerce des marchands de canons prospérait. De la Manche à la Méditerranée, les engins de mort prenaient le chemin du front, caravanes interminables. Le fer et l'acier allaient se transformer en sang et en bénéfices. Marche fiévreuse des hommes et des machines qui vont se convertir en explosions, en fumée et en cendres. Les fabricants de munitions s'inquiétaient peu de connaître le sort de leurs produits. Ils récoltaient d'énormes dividendes que la jeunesse du monde leur faisait gagner sur les champs de bataille. Les États-Unis à eux seuls dépensèrent plus de 10 milliards en armes automatiques
et de 15 milliards en munitions. Les parcs comptèrent d'énormes empilages de centaines de milliers de fusils à 500 francs pièce et de bombes à 25 000 francs. Les obus coûtaient 2 000 francs par pouce de diamètre, ceux de 10 pouces 20 000 francs et de 16 pouces plus de 30 000 francs, salaire annuel de 2 ouvriers. De 1914 à 1918, le consommateur recevait ses marchandises régulièrement. Aucun retard dans la livraison, rendu à quai, Verdun. Payable à la livraison, Poisson, l'Argonne, la Somme. Les marchands de canons garantissaient la marchandise, mais la faisaient payer 500 000 francs pour tuer un homme. Avant la guerre, Krupp inventa une fusée spéciale pour les grenades à main. Mais pendant la guerre, la société anglaise Vickers utilisa cette invention contre les Allemands. Après la guerre, Krupp assigna Vickers en violation de droits de brevet, réclamant 100 sous par fusée, et il s'agissait de la mort de ses propres concitoyens. Un arrangement à l'amiable intervint, et Krupp eut sa part des bénéfices sur la mort. Les techniciens travailler jour et nuit à de nouvelles inventions destinées à rendre la mort plus rapide et à dévaster plus de pays en moins de temps. Le progrès, progrès en destruction et progrès en bénéfice. Et pendant ce temps-là, alors qu'il se crée des héros sur les champs de bataille, héros vivants, héros morts, il se jouait derrière la grande scène une tragicomédie dont les marchands de canons étaient les acteurs. La fraternité internationale fraternisait à qui mieux mieux. L'Allemagne avait besoin de nickel, de cuivre et d'aluminium pour fabriquer des canons et des obus. Elle n'avait pas assez de glycérine pour ses explosifs. Cette insuffisance aurait pu faire cesser la guerre plus tôt. Mais les producteurs des pays ennemis allaient-ils laisser la guerre se terminer faute d'un si petit détail? Si l'Allemagne avait besoin de cuivre et de nickel pour poursuivre la guerre, les marchands de canons allaient lui en donner. Pas trop ouvertement, bien entendu, mais chaque pays a une porte dissimulée. La Suisse menait à celle de l'Allemagne. C'est ainsi que du minerai fut expédié en Suisse par les fabricants d'armes français. En Suisse, les marques françaises furent remplacées par des étiquettes suisses. Alors le train prit le chemin de l'Allemagne et les marchands de canons allemands furent tranquilles. Ils avaient des matières premières françaises pour tuer de nouveaux soldats français. Les trafiquants de la mort voulaient maintenir entre eux, malgré l'état de guerre, une entente amicale. Quand les membres français avaient besoin de matières premières, leurs confrères d'armes allemands leur rendaient l'appareil. Grâce à cet échange réciproque, la guerre continuait. En dépit du blocus des ports allemands par la marine britannique, en dépit du rigoureux contrôle allié des fournitures de métaux à travers le monde, Krupp obtenait les matières premières indispensables pour ses usines de guerre. Les Alliés, comme les neutres, participaient au commerce international, rendant possible la continuation de la guerre jusqu'à la fin des fins, comme disait Zaharoff. Le nickel et le cuivre français
étaient bel et bien réexpédiés en France, tout emballés en obus explosant parmi les soldats français. Et voici la combine des munitions dans toute sa gloire. Au début de la guerre, les Allemands prirent la ville de Briey, près de Verdun, où se trouvaient des mines immenses et des hauts fourneaux. Ces mines et ces hauts fourneaux produisaient le fer des canons qui tuaient les soldats de France. On pouvait donc s'imaginer que les Français allaient reprendre coûte que coûte ce territoire ou le pulvériser comme les villages d'alentour. Mais non, on évita systématiquement de bombarder Briey. Un général tenta la chose, mais on le remplaça vite par un autre qui se garda bien d'y toucher. Les Allemands épargnèrent aussi la ville de Dombasle, plus au sud, où les Français avaient leurs propres grandes mines de fer et leurs hauts fourneaux. Il y avait là un pacte d'honneur et d'argent. Si les Français laissaient Briey tranquille, les Allemands ne toucheraient pas à Dombasle. Au centre d'une zone dévastée, Briey et Dombasle survécurent à la guerre sans une égratignure. Cela semble incroyable, mais on connut la vérité après l'armistice. Des officiers français qui avaient voulu bombarder Briey avaient reçu des ordres précis à ce sujet. Le mot d'ordre était « à bas les pattes ». Et tandis que les hommes s'entr'égorgeaient à Verdun, tout près de là, les mines et les hauts fourneaux de Briey restaient intacts pour que la guerre et les bénéfices puissent continuer. Rappelez-vous, il en coûtait 500 000 francs pour tuer un homme. Les usines de guerre atteignirent de nouveaux sommets d'activité. Les bénéfices montaient en chandelle en France, en Allemagne, en Angleterre, en Amérique. Partout s'accumulaient des fortunes invraisemblables. La bourse dissimulait la cote réelle des valeurs de munitions. Les bénéfices croissaient en proportion exacte des listes de morts et de blessés, toujours plus longues. Les prix des valeurs et les listes de pertes grimpaient comme des fusées de feu d'artifice. Pour les marchands de canons, c'était l'orgie. Et puis vint l'armistice. Vint la conférence de la paix à Versailles. Il semblait qu'avec la signature du traité de Versailles, l'industrie de guerre dut enfin cesser. Qu'allaient faire maintenant les pauvres marchands de canons? Ils frissonnaient en songeant aux jours qui allaient venir, tandis qu'ils voyaient les créateurs de la paix découper une Europe nouvelle. Les trafiquants de la mort n'avaient pas à s'inquiéter au moment même où Wilson, Clémenceau, Lloyd George et les autres mettaient sur pied le traité de Versailles. De nouvelles guerres éclataient sur toute l'étendue de la carte. Les bolcheviks devinrent le nouvel ennemi et des canons frais furent pointés sur Pétrograd, Moscou, Archangel et Vladivostok. D'abord vint l'offensive de l'amiral Koltchak, puis les généraux Yudenich, Denikin et enfin Wrangel. Ils reçurent tous des armes françaises, anglaises et américaines. Les Alliés se mêlèrent des affaires russes, financèrent des armées blanches au nord, à l'est et au sud de la Russie, lâchant la bride à de nouvelles frénésies guerrières. Tandis que les Alliés parlaient de paix à Paris, une révolution en Hongrie amenait les Roumains et les Hongrois à se faire les uns aux autres une nouvelle guerre acharnée. En Pologne, les troupes de Pilsudski allèrent se battre contre les Russes rouges et du Nord. Nos potentats suscitaient de nouvelles conflagrations. Troublaient partout la paix, continuaient en somme à faire des affaires. Tandis que par des conférences successives, les nations s'acharnaient à stabiliser l'état de paix, les marchands de canons, par l'action de leurs journaux, continuaient d'agiter le spectre de la guerre. Aucune de ces conférences n'eut les résultats espérés par les peuples. À chaque conférence, nos trafiquants occupent un siège officiel. Chose paradoxale, ces efforts pour la paix leur profitent, car leurs représentants s'en vont toujours bourrés de grosses commandes.
À Locarno, on essaya de régler la question des guerres futures. L'Allemagne se joignit à la Ligue, et il semblait qu'on pût avoir quelque espoir de voir les nations vivre en meilleure intelligence. Mais à la conférence de Genève, en 1927, les États-Unis et la Grande-Bretagne eurent une violente querelle sur la question des croiseurs, et l'on se sépara sans avoir rien conclu. On attribua l'échec de cette conférence à William Shearer, le principal propagandiste américain pour les armements. Les grands constructeurs de bateaux l'avaient payé pour qu'il assiste en observateur à la conférence. Intrigue de couloir, réception fastueuse pour journalistes et amiraux, rien n'y manqua. C'était du bon travail. Il avait coulé la conférence. Le trust des armements était servi. 59 nations étaient représentées à la signature du pacte Briand-Kellogg, condamnant le recours à la force dans les rapports entre nations et mettant la guerre hors la loi. En 1930, les grandes puissances se retrouvèrent à Londres. C'était une conférence navale où la France et l'Italie décidèrent de porter leur marine à la limite prévue par le traité, les États-Unis, l'Angleterre et le Japon étant d'accord pour réduire quelque peu leur tonnage. Presque au même moment, le Japon envahissait la Mandchourie. Le Japon possédait le chemin de fer de la Mandchourie du Sud. Des bandits chinois détruisirent un petit pont sur la ligne. L'honneur du Japon était en jeu. Tokyo envahit donc la Mandchourie avec ses soldats. Les Japonais qualifièrent leur agression d'opération défensive. Le même prétexte leur servira plus tard pour une nouvelle invasion. Il y eut des conférences et des protestations, mais le Japon n'en tint aucun compte. Ce sont les marchands de canons toujours pleins de bonne volonté aux États-Unis, en Europe et en Asie qui fournirent des engins de mort aux deux parties. Les affaires marchaient bien chez Mitsui, le groupe du Japon associé de Vickers. Les industriels allemands étaient particulièrement satisfaits. Après Versailles, ils avaient dû se débarrasser de leur excédent d'armement. Ces munitions étaient cachées en Hollande, en Belgique et en Espagne. Il semblait pendant des années qu'elles dussent être portées dans les livres comme pertes sèches. Mais avec la guerre d'Orient, le Japon et la Chine se montrèrent clients fidèles. Une fois tout le vieux stock liquidé, et comme les deux pays demandaient de nouveaux canons, les industriels allemands envoyèrent en Extrême-Orient leurs représentants pour y créer des usines de production plus rapprochées des champs de bataille. La guerre de Mandchourie fit aussi du bien à l'industrie aérienne américaine. Un avion commercial vendu 130 000 francs aux États-Unis rapportait net 500 000 francs une fois équipé pour le combat. Le fusil de guerre chinois est maintenant un Moser fabriqué en Allemagne ou bien en Chine par des usines allemandes. C'est à un autre point de vue que la guerre d'Extrême-Orient rendit service. Elle fournit aux marchands de canons un merveilleux terrain d'expérience pour leur matériel moderne. Aller essayer les canons, manœuvres et contrôler les portées, c'est très beau, mais c'est bien mieux si l'on a la chance de pouvoir se rendre compte du temps que mettent ces mêmes canons à tuer pour de vrai. La Mandchourie procura cette chance, comme plus tard l'Espagne. Hitler est l'homme qui a inspiré aux Allemands leur grande frénésie de réarmement. Depuis qu'il est au pouvoir, le budget du gouvernement comporte de larges crédits pour les dépenses d'armes. Dès son entrée en fonction, il mit de côté 1,8 milliard de marks pour réarmer l'Allemagne. Il en a déjà dépensé plusieurs fois autant. En tant que militariste avéré, Hitler est l'enfant chéri des marchands de canons. Ceux-ci ont largement contribué au fond du parti nazi. Fritz Thyssen, le magnat de l'acier dans la Ruhr, a donné plus de 18 milliards pour les campagnes nazies. Il a reçu en échange le contrôle complet du trust allemand de l'acier. Et avec Hitler au pouvoir, les aciéries du pays ne connaissent pas la crise. Le traité sur le contrôle des armements spécifiait que les armes fabriquées en Allemagne seraient soumises à des limitations strictes et précises. Tous les jours, on avait la preuve flagrante que ces clauses étaient violées. Les importations de minerais de fer dans les ports allemands ont triplé. L'Allemagne achète la ferraille du monde entier pour la transformer en engin de guerre.
Une fois de plus, les machines à calculer additionnent les milliards. Depuis l'armistice, le monde a dépensé 1400 milliards de francs pour la guerre et la préparation à la guerre. La dernière guerre a coûté près de 200 millions à l'heure, 4 milliards et demi par jour, 8600 milliards pour la guerre tout entière. Si l'on avait cet argent-là aujourd'hui, on pourrait acheter un terrain de 10 arts, y construire une maison de 50 000 francs et la garnir d'un mobilier valant 20 000 francs. Et puis, donner ce terrain et la maison toute meublée à chaque famille de France, de Russie, d'Australie, du Canada et des États-Unis. Chaque ville de 20 000 habitants au moins, dans ces mêmes pays, pourrait avoir une bibliothèque de 40 millions de francs, une université de 200 millions. Si une partie de l'argent de reste était placée à 5%, il y en aurait encore assez après tout cela pour payer 125 000 infirmières et autant de maîtres d'école à 20 000 francs par an. Les États-Unis ne restent pas en arrière de l'Europe. Le commerce des armes y est aussi une industrie florissante. L'État de Maryland et celui de New Jersey sont parsemés d'usines DuPont. Certaines d'entre elles sortent des objets inoffensifs en bakélite et en celluloïd. Il y en a beaucoup qui se spécialisent dans la fabrication de la poudre à canon teinte artificiellement. L'État de Connecticut, où se trouvent les usines Remington et Colt, est le grand centre des affaires de fusils et de pistolets. Ces maisons font de la publicité pour leurs produits dans les principales revues sportives à l'intention des chasseurs. Mais ni l'une ni l'autre ne refusent les commandes que leur passent les gouvernements belliqueux. Remington était un jeune homme qui habitait près de la frontière et qui a lancé son nom en 1816. Il voulait avoir un fusil. Son père ayant refusé de lui en acheter, il en fabriqua un tout seul. L'arme était si bonne que Remington devint un des premiers armuriers des États-Unis. Colt perfectionna le fusil en rendant toutes ses pièces interchangeables, ce qui permit d'accélérer considérablement la production. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir une guerre de premier ordre coûtant 20 milliards et que vous désiriez une occasion pour une boucherie vite bâclée, il y a bien des marchands au cœur de New York qui vous équiperont à des prix défiant toute concurrence. Bannerman compte parmi ses fournisseurs. Les nations dont les rêves de conquête dépassent les moyens financiers viennent se fournir chez lui. La maison vend n'importe quoi, depuis un pistolet datant de 70 jusqu'à un cuirassé. Le stock passe pour être un des plus beaux musées militaires du monde. Il édite aussi un catalogue illustré de 350 pages qui est un chef-d'œuvre. Des poèmes et des citations de la Bible voisinent avec des tarifs de shrapnel et des canons. C'est ici, dans une île désolée de la rivière Hudson, que se trouvent l'arsenal et l'entrepôt Bannerman, véritable forteresse du Moyen-Âge, remplie d'armes emballées et prêtes pour l'expédition. Bannerman est une firme ancienne, fondée au siècle dernier. Elle acheta de grandes quantités de matériel de guerre d'occasion. Depuis, la maison a acquis les 90% des fournitures militaires démodées des États-Unis. Elle l'a revendu comptant. Une nation petite mais ambitieuse veut-elle se procurer immédiatement un navire de guerre? Elle n'a pas les moyens de se payer un vrai croiseur de 60 à 80 millions. Elle achète donc chez un revendeur un vieux cargo. Un de ces marchands d'armes d'occasion opère une transformation complète. À la livraison, le bateau peut ressembler au cuirassé le plus moderne. Il a un blindage de protection et peut faire beaucoup de mal à la chétive marine de l'adversaire qui a la même origine. Bannerman et d'autres aussi équipent les forces en présence dans les guerres de courte durée. Courte durée ici veut dire guerre où quelques milliers d'hommes se font tuer et non quelques millions. Les Rifains au Maroc, sous les ordres d'Abdelkrim, étaient les clients des revendeurs français et espagnols.
Mais les grandes puissances ne tardèrent pas à découvrir qu'une mitrailleuse aux mains d'un arabe est une arme très malsaine. Un potentat africain achète les canons laissés pour compte d'une puissance européenne et se met à effrayer ses voisins. C'est étonnant la vitesse à laquelle un peuple arriéré peut apprendre à manier toutes ces armes à feu. Ce sont ces marchands de canons au rabais qui équipent les petits pays de l'Amérique latine pour leurs guerres civiles ou leurs insurrections. Les uniformes de ces guerriers sont souvent les équipements mis hors but de quelque armée défunte. Les ensembles antiques et chamarrés sont les mieux payés par cet officier d'intendance. Les fournisseurs ne s'en tiennent pas aux canons et aux uniformes, ils vendent même des trompettes, des cuisines roulantes et des médailles. Ces soldats d'opéra comique ont peut-être l'air de sortir d'une pièce d'Offenbach, mais leurs baïonnettes sont en acier et leurs balles en plomb. Naturellement, ce métier de trafiquant d'armes d'occasion a ses inconvénients. On ne peut pas toujours expédier sa marchandise par les voies habituelles. L'expédition doit se faire en cachette. La Nouvelle-Orléans est le centre des opérations de contrebande d'armes aux États-Unis. Depuis de nombreuses années, on voit prendre la mer à un vaisseau fantôme, changeant sans cesse de nom et de nationalité, mais toujours chargé à bloc d'une cargaison de morts. Il y a beaucoup de bateaux rapides au port de New York qui chargent par nuit noire et puis se sauvent comme des bandits. En pleine mer, ils rechargent leurs marchandises sur des bateaux de commerce réguliers. Rendue à destination, la cargaison sous étiquette de marchandises inoffensives est déchargée et voilà une autre armée provisoire équipée pour le meurtre légal. Le désastre du Morro Castle a révélé que ce bateau transportait souvent des munitions camouflées dans des caisses étiquetées articles de sport. Quand les canons deviennent trop vieux pour servir, on les met à la ferraille avec les boîtes de conserve et les vieilles autos. C'est de ces mêmes tas de ferraille que proviennent les engins de meurtre qui serviront à la guerre de demain. On a mis 10 ans à débarrasser les champs de bataille des débris de la dernière guerre. On a récupéré les vieux obus et on les a regarnis à nouveau. On a ramassé aussi pour les hauts fourneaux les obus abîmés afin de les refondre. Dans ce travail-là, plus de 500 vies ont été sacrifiées. La ferraille et les déchets de métaux de toutes sortes sont soigneusement conservés pour être jetés dans les hauts fourneaux et se transformer en nouveaux armements. Aujourd'hui, on vend cher cette ferraille à de nombreuses puissances étrangères dont la propre production métallique est faible. C'est de la peur de la guerre que naît la guerre elle-même. Quand le public croit à la guerre, les mandarins des munitions prospèrent. De tous côtés se font de fiévreux préparatifs d'armement et c'est là le suc vital pour le commerce des armes. Cette année-ci, le monde va encore dépenser des milliards et des milliards pour les engins de guerre. Avec la motorisation et la transformation mécanique des armées mondiales, cette industrie est dans sa période la plus prospère depuis 1918. On construit maintenant de nouveaux mastodontes. L'infanterie se déplacera dans ses forteresses blindées. On sort de nouveaux monstres amphibies qui fonctionnent aussi bien sur terre que sur l'eau. Les tanks émettront des écrans de fumée à grande distance, lanceront des grenades à gaz incendiaires et transporteront des troupes. Des navires de guerre rapides et meurtriers sont tout prêts ou en construction. Il faut peut-être payer cher le maintien de la paix, mais l'addition des constructeurs de bateaux s'allonge sans cesse. Les croiseurs de 10 000 tonnes coûtent 250 millions, les contre-torpilleurs 80 millions. De puissants avions quittent les grands navires porte-avions qui coûtent 400 millions pièces. Les Américains se classent en tête pour ce genre de navires. Dans les airs, c'est la France et ses voisins qui arrivent les premiers. Des chimistes se livrent fiévreusement à des expériences. C'est une concurrence infernale. Chacun d'eux cherche à produire un gaz plus meurtrier que tous les précédents. Partout se créent des usines de poison destinées à anéantir les civils dans la prochaine guerre.
car c'est la population entière et non seulement l'armée qui sera victime des gaz. Atroces lésions des poumons, bombes à microbes, asphyxie, les masques à gaz n'offriront qu'une médiocre protection contre ces émanations mortelles. Il y aura aussi des gaz empoisonnant le sang, des gaz incendiaires, des gaz aveuglants. Ces recherches infinies de poison se poursuivent en dépit de l'interdit sur la guerre des gaz lancé par toutes les nations du monde en 1908 et affirmé à nouveau en 1925. Il est évident que les ministères des Affaires étrangères et ceux de la guerre dans toutes les nations n'ont pu arriver à s'entendre. Car malgré l'interdiction des diplomates, les seigneurs de la guerre s'emploient à développer toujours plus l'atroce entreprise. Tous les mois, les marchands de canons annoncent la découverte d'un gaz plus meurtrier que les précédents, imposant aux populations la hantise de la guerre. Dans des laboratoires infernaux, des bactériologistes étudient les microbes de terribles maladies et les moyens pratiques de les répandre au moment voulu. Les grenades à microbes sous une forme innocente sont la dernière innovation. Un de ces stylos remplis de germes pourrait répandre la peste dans une capitale. 3 avions commerciaux pourraient infecter la métropole depuis Neuilly jusqu'à Vincennes en 3 heures. Les marchands de canons considèrent comme favorable à leur commerce la hantise de la guerre. C'est un stimulant pour leurs affaires. Des groupements variés, subventionnés par eux, organisent des revues et des démonstrations militaristes. Grâce à la radio, pénètrent dans des millions de foyers d'ardents discours destinés à exalter l'esprit patriotique du peuple. Des placards de presse agitent les passions chauvines et incitent la jeunesse des nations à s'enrôler en masse pour la défense de la patrie. Sous les drapeaux, on enflamme les passions, on excite l'indignation, on exploite le patriotisme. Ces habiles manœuvriers de l'hystérie des foules savent profaner le plus noble idéal, changer les plus hautes aspirations d'un peuple en cris de haine, en appel de guerre. Dans toute la nation, dans les écoles, on apprend le tir aux jeunesses qui s'éveillent. En Italie, on commence à 8 ans, un jeu franc et sain, où l'on s'exerce à faire le soldat inconnu. Dans les collèges, des conférenciers haranguent une jeunesse ardente sur la gloire des guerres passées et les préparatifs de la prochaine. Des conférenciers partout qui poussent au paroxysme les passions. Chemise brune, chemise verte, chemise bleue, chemise noire, toutes proclament l'approche rapide de la prochaine guerre. Le télégraphe ne cesse de répéter qu'il faut se préparer à la guerre. Sur les linotypes s'impriment des articles destinés à entretenir cet état d'esprit. On raconte les mêmes histoires aux citoyens confiants. Il ne manque plus que le prétexte. Et en voici un, aussi bon qu'un autre. Il a déjà servi, il peut servir encore.
En attendant l'embrasement général de la planète, leur plat de résistance, ces messieurs dégustent les hors-d'œuvre. Hors-d'œuvre, la guerre d'Éthiopie, où les administrateurs du canal de Suez réalisèrent une substantielle augmentation de dividendes. Dans l'indifférence et la complicité générale, un peuple malheureux est écrasé dans toutes les règles d'une barbarie raffinée. Un autre hors-d'œuvre, la guerre d'Espagne. Des officiers félons, après avoir prêté serment de fidélité à la République, trahissent leur pays et se mettent au service du fascisme international. Mais ils avaient compté sans la vigilance et l'héroïsme du peuple espagnol, passionnément dressé pour défendre sa jeune liberté. Hors-d'œuvre encore, la guerre de Chine. Avec le Japon, la meute des hyènes est au complet. Un peuple héritier d'une des plus vieilles civilisations du monde, pacifique et innombrable, la Chine devient à son tour l'objet de leur convoitise. Le virus de la dictature et de la guerre va-t-il infecter toute la Terre? Derrière la poignée de parasites qui s'enrichit du sang des peuples, n'y a-t-il pas un système atrocement absurde que l'humanité peut découvrir et dont elle doit s'affranchir? Jaurès disait peu avant sa mort, le capitalisme porte en lui la guerre
comme la nuée porte l'orage. Or, les marchands de canons sont l'expression la plus exacte en même temps que la plus monstrueuse de l'économie capitaliste. Ils constituent un véritable cancer de la société moderne dont seul pourra la guérir la suppression de l'exploitation capitaliste. Mais les victimes commencent à comprendre. Si ces millions d'êtres menacés de mort violente, un jour, tous ensemble, prenant enfin conscience de leur force et de leurs droits, se dressaient d'un même mouvement pour lancer par-dessus les villes où bouillonne la vie, par-dessus les cimetières géométriques où dorment les innombrables morts de la guerre, si ces millions d'êtres lançaient à la face de leurs bourreaux un nom libérateur, ils tueraient sûrement la guerre.